Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui jeudi 9 novembre. Demain, après-demain, ce sera là 11 mois, mais en attendant, nous sommes dans l'actualité. L'actualité, ça va être le congrès des maires qui se fera à Paris dans les jours qui viennent. Ce sera du 21 au 23 novembre à Paris. En attendant, nous avons l'interview de M. Barouin. M. Barouin, qui est le président de l'Association des maires de France. On va l'écouter tout à l'heure. Blocage ce matin à Baye-Argent, à Pointe-Noire, pour les marins pêcheurs. On saura pourquoi ils manifestent. La cause est très simple. Il s'agit d'une station-service dont ils ne souhaitent pas qu'elle soit implantée dans les environs de la section de Baye-Argent. Et puis, il y a toujours cette grève des éleveurs du moule. Nous y reviendrons tout à l'heure avec un reportage d'Olivier Félix. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons recevoir un certain nombre de personnes, notamment M. Mario Varro. Bonjour. Bonjour. Qui est déjà là. C'est un représentant du personnel de la mairie de Pointe-à-Pitre. Nous allons recevoir plus tard Laurence Welch, chroniqueuse cinéma, qui nous parlera un petit peu cinéma. Il faut se détendre un peu, il faut aller au cinéma. Un peu plus tard, Jessica Oublié. Jessica Oublié, c'est une jeune Guadeloupéenne qui a fait sortir très récemment une bande dessinée qui s'appelle Pays en nous. Il s'agit de l'histoire du Bimidum. Elle sera une invitée du festival Caribune et nous aurons l'occasion de parler avec elle de cette bande dessinée. Et puis Elisabeth Adélaïde, avec elle nous ferons un tour dans la croisière. Et nous allons terminer avec Nathalie Jacobi-Coali, qui est notre chroniqueuse juridique. Avec elle, nous ferons un petit peu le point sur des questions qui vous concernent tous. Voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL. Je suis tout seul aujourd'hui. On salue notre amie Kissa qui a eu un petit problème. Elle n'a pas pu être là. Mais enfin, on espère que demain, elle sera avec nous. Nous sommes en direct du ZCL, bien sûr, mais aussi en direct de Radio Haute Tension et de C10 FM sur la 103 FM. Ensemble, nous allons dérouler. Alors, je vous le disais, nous allons commencer avec l'information qui concerne la ville de Pointe-à-Pitre. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 semaines, nous avions reçu ici le maire de la ville, Jacques Bangou, qui nous avait parlé de ce rapport de la CRC, de la Chambre régionale des comptes, qui donnait un déficit de 56 millions pour la ville de Pointe-à-Pitre. Nous avons reçu entre autres depuis M. Barfleur, qui est venu en tant qu'opposant parler aussi de ce déficit. Nous avons aussi reçu Guy Equinox, qui est dans l'opposition, c'était il y a 2 jours, qui, pour les Verts Guadeloupe, Écologie Les Verts, qui nous a parlé aussi de son point de vue sur Pointe-à-Pitre. Il semble bien que la situation soit compliquée en ce moment pour le maire de la ville, pour la ville qui a un déficit assez important. M. Bangou nous avait dit qu'il pouvait s'agir d'une erreur et avait, dans un communiqué, rectifié un petit peu le tir. On pensait que le déficit, enfin il croit que le déficit serait aux environs de 36 millions. Tout le monde n'est pas d'accord sur le chiffre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans cette ville. Nous recevons Mario Varro. Mario Varro a été syndicaliste et c'est à ce titre que nous avons reçu à plusieurs reprises sur ce plateau. Cette fois-ci, il n'est pas venu en tant que syndicaliste, mais simplement représentant du personnel de la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors, Mario Varro, je vous resalue, mais pourquoi vous avez quitté le syndicalisme ? Je n'ai pas du tout quitté le syndicalisme. Je suis resté 5 ans en tant que secrétaire général, donc il fallait bien à un moment donné laisser la place aux autres. Donc voilà. Mais je n'ai pas tourné dos au syndicat, au syndicalisme. Je suis toujours un fervent syndicalisme. Pour preuve, il y a dernièrement, j'ai créé une section au niveau de Cap Excellence. Donc c'est bien pour vous dire que je suis dans une dynamique où qu'il faut un contre-pouvoir, qu'il faut un syndicat justement pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs et surtout aussi être viatif par rapport à tout ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Alors quand on dit que vous avez été éjecté du syndicat, c'est vrai ou c'est faux? Non, pas du tout. Vous savez, comment dire, lorsque vous dérangez, lorsque vous dénoncez, parce que moi j'ai un rôle très précis, je suis lanceur d'alerte, donc personne ne m'a évincé, personne ne m'a éjecté, je le redis encore une fois, je ne me suis pas représenté parce que ça fait 5 ans. J'étais secrétaire général. Oui, j'étais secrétaire général, donc à un moment donné, il faut laisser la place aux autres. Donc aucunement, j'ai laissé le syndicalisme.
syndicalisme tomber. Je suis toujours représentant du personnel, je défends toujours les intérêts des travailleurs, donc ça ne change pas jusqu'à ce jour. Est-ce que le syndicat continuera, on va dire, ainsi même l'arrêt là, ou bien est-ce qu'il va changer d'orientation? Après, bon, je ne sais pas, il y a une nouvelle tête, il y a une nouvelle organisation, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, donc bon, ben voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'entrave ou quoi que ce soit. Oui. Si ça ne va pas, vous serez là pour lancer l'alerte même sur le syndicat? Bien sûr, tout à fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas dans cette collectivité, je suis le premier à alors, qu'est-ce qui fait, Mario Varro, quand vous êtes souvent décrié, on dit, ouais, mais c'est là pour foutre des ordres, mais c'est qu'à foutre bordel, il part faire travailler à Mouna, etc., etc. Pourquoi il y a tant de pression sur votre dos et tant de paroles? Je ne cache pas que j'ai reçu beaucoup de messages, ouais, Mario Varro, ceci, etc. Pourquoi? En quoi vous dérangez? Et qui vous dérangez? Alors, tout d'abord, je vais déjà me présenter parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Oui. Bon, quand même, vous êtes passé assez souvent ici. Oui, quand même. Je suis agent territorial au niveau de la collectivité de Pointe-à-Pitre. Oui. Et à la mairie de Pointe-à-Pitre, je suis représentant du personnel. Alors, représentant du personnel. Élu, oui, au sein des instances de dialogue social, instauré par les lois, les décrets et aussi l'obligation qui est faite dans les collectivités. Oui. Donc, je suis membre au niveau du comité technique. Alors, le comité technique, c'est tout ce qui est organisation, réorganisation. Le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Je suis le secrétaire parce que les dispositions ont changé. Maintenant, l'autorité a obligation de consulter le secrétaire du CHSCT pour pouvoir faire l'ordre du jour et pour pour avoir une certaine régulation. C'est-à-dire que le législateur a mis des garde-fous. Donc, voilà. Donc, si vous voulez... alors, vous m'avez posé la question... pourquoi vous êtes aussi détesté? Aussi détesté? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou est-ce que vous vous gênez, en fait? Alors, je ne suis pas détesté. Vous savez... Il y a des gens qui vous aiment pas, il faut le dire. Oui, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, hein, c'est comme tout le monde. Donc, moi, je suis droit dans mes bottes. Lorsque je passe quelque part, je passe la tête haute. Donc, je n'ai pas à me cacher ou quoi que ce soit. Tout simplement, je ne suis pas apprécié par certaines personnes, par une minorité, parce que je dénonce ce qui se passe et ça dérange fortement. Donc on aura l'occasion de le voir tout à l'heure lors de l'analyse que je vais porter justement par rapport au déficit de Pointe-à-Pitre. Donc j'ai sorti les deux rapports de 2015 et de 2016 de façon parce que bon nombre de personnes m'interpellent sur ce déficit, sur ce fameux déficit abyssal. Donc j'aimerais apporter quelques éclaircissements de façon pour que la population, pour que tous les agents puissent comprendre pourquoi Pointe-à-Pitre est dans cette situation. Je crois que tout le monde a entendu le montant, hein, le montant qui est annoncé 56 millions. 56 millions d'euros. Oui. Donc, et le maire, je l'ai dit en début, a ramené à peu près, a dit que ce serait aux environs de 32 millions. Et il a même fait, vous le savez, un communiqué de presse pour contester les chiffres donnés par la Chambre régionale, qui elle-même a répondu en disant qu'ils n'étaient pas là pour faire de la polémique, mais ils essaient de cadrer les choses. Alors, qui a tort? Qui a raison? Alors, il faut savoir que la CRC, les magistrats, ce sont des experts. Oui. Ce sont des experts en finances publiques. D'accord? Monsieur Bangou, il est gynécologue. Donc, il n'est pas expert en finances publiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le montant calculé par les magistrats... de la Chambre régionale des comptes sur la base des pièces transmises par le trésorier. C'est-à-dire que le trésorier payeur est là pour transmettre des pièces comptables. Et par la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc, ce déficit représente en fait 122,70%. Donc, comment dire? Alors, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, c'est 1,27
fois le budget du déficit. C'est-à-dire que le budget de la ville de Pointe-à-Pitre est de 44 millions. Oui. Ça veut dire que on est à 56 millions, oui. Donc c'est une fois, et de, 27 fois. Oui. D'accord? Donc, quand la loi autorise un maximum de 10% des recettes, oui. Donc, de fonctionnement. Donc, je rappelle que le trésorier, c'est, comment vous dire, c'est l'équivalent de banquier. D'accord? Lorsque vous avez un compte, vous avez les dépenses et les recettes. Oui. Donc, c'est la même chose. Tout ce qui rentre sur la mairie et tout ce que la mairie dépense. D'accord? Donc, ça doit passer par le trésorier avec des pièces justificatives. Donc, ce déficit de 56 millions, moi, en tant que représentant du personnel, hein, je m'attache à la section de fonctionnement du budget. D'accord? Donc, j'ai sorti le document et le document fait apparaître que, en termes de fonctionnement, on est à près de 27 millions en fonctionnement. 27 millions. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, alors, il y a deux sections dans un budget. Alors, l'investissement pour les actions économiques, l'achat de biens. Et le fonctionnement qui concerne les charges courantes et les charges du personnel. Donc, c'est le budget en fonctionnement qui m'intéresse et que j'ai toujours dénoncé. Et je le répète, hein, que j'ai toujours dénoncé. 27 millions. Alors, pour bien comprendre l'indécence et l'absurdité des 27 millions d'euros, il vaut mieux faire un comparatif. Alors, j'ai pris comme référence deux autres communes. Pour Lesquelles? Alors, pour bien étayer. Alors, j'ai pris la ville de Basse-Terre. Oui. Et la ville de Saint-François. La ville de Basse-Terre, parce que la ville de Basse-Terre est classée patrimoine comme Pointe-à-Pitre. Ville d'histoire. Voilà. Alors, et Saint-François comme ville balnéaire, parce que, le même nombre d'habitants, le même strate, oui. 15 000 habitants. Oui, à peu près. Donc, alors, Pointe-à-Pitre, en nombre d'agents, à 600 agents. Et en termes de population, c'est 15 000. Et le budget du personnel, 27 millions. Donc, il faut faire 27 millions divisé par 15 000. Et vous trouvez le coût du personnel pour un agent qui représente 1 800 €. Oui. Je ne sais pas si ça se calcule quand même. Parce que tous les agents n'ont pas le même statut, oui. Le même salaire, ni la même ancienneté, etc. Non, mais c'est une moyenne que vous faites là, c'est une moyenne. Non, c'est pas une moyenne parce que ce sont des chiffres qui sont donnés là. Les 27 millions, c'est le budget du personnel. D'accord. Dans les 27 millions, il y a tous les grades confondus, tout ce qui s'ensuit. On n'a rien à ajouter encore. Oui. Donc, on divise les 27 millions par 15 000 habitants. Ce qui nous donne 1 800 €. Donc, pour Saint-François, qui a 400 agents, la strate de population est de 15 000 habitants. Donc, par contre, en budget du personnel, c'est 14 millions. 14 millions divisé par 15 000, ça nous fait un coût du personnel de 933 € par habitant. Donc, pour Basse-Terre maintenant, 363 agents. Population 11 300. Budget du personnel 16,6 millions, ce qui représente 1 400 € par habitant. Sachant que la moyenne en France est de 793 € par habitant. Ça veut dire que Pointe-à-Pitre est une fois et demie plus gros, plus que la moyenne. Oui, sauf que les chiffres de la France, vous le savez, ils méritent d'être corrigés vu dans la Guadeloupe, parce que, par exemple, quand vous voulez acheter, je sais pas moi, un équipement pour la Guadeloupe, et ça sort de France, vous avez le transport, vous avez beaucoup d'éléments, des taxes qui font que le prix de revient d'un matériel, quel qu'il soit dans une collectivité en Guadeloupe, est quelquefois une fois ou une fois et demie supérieur à ce qu'on peut payer en France hexagonale, vous le savez. Alors, justement... Donc, mais là, ce qui fait qu'il peut avoir un correctif.
Non, le correctif n'est pas à ce niveau-là. Parce que là, niveau? on parle de charge de personnel. Oui. On parle de charge de personnel. Ça veut dire qu'on parle de rémunération. Oui. OK? Donc, ce qui fait que on est justement, on n'est pas Pointe-à-Pitre, si vous voulez, dépasse le plafond, pète le plafond. Donc, c'est juste. C'est dû à quoi? Alors, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû. On va le voir tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai pris. Toujours par rapport au rapport de la CRC, donc Pointe-à-Pitre, comme je disais, détient le record d'endettement par habitant. Donc, sur le document, il est écrit, considérant qu'au 31 décembre 2015, la dette de la commune s'élevait à 46 millions d'euros et sa capacité de désententement était de 20,8 années, que cette dette atteint 2 922 euros par habitant, montant le plus élevé des communes de la Guadeloupe, dont la dette moyenne s'établit à 793 euros par habitant. Je ne sais pas, mais ça m'interpelle, et moi ça me fait peur de voir que c'est les Pointois qui vont partir dans ça. Vous voulez dire que ça va être au niveau des impôts, des taxes, parce que la CRC a fait des recommandations. Oui, la CRC a fait des recommandations. Oui. Donc moi j'aime bien, lorsque j'interviens, apporter, étayer des précisions. Donc alors tout le monde peut consulter. C'est en ligne, c'est en ligne. Oui, c'est en ligne au niveau de la CRC. À la page 21, vous allez voir charge de personnel et frais assimilés. Oui. Donc ça correspond à Pointe-à-Pitre. C'est pour Pointe-à-Pitre. Après, quand on regarde de plus près les charges de personnel de Pointe-à-Pitre, on voit quoi? On voit un nombre important d'agents. Important d'agents, parce qu'il est écrit dans le rapport de la CRC. 600 agents, c'est ça? 614 agents. Est-ce que c'est suffisant ou insuffisant pour une ville comme Pointe-à-Pitre? Mais c'est trop élevé pour Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre a une strate de 15 000 habitants. Donc, dans le rapport, les magistrats... Je veux dire, il y a un quota. Voilà, il y a un quota. Donc, on entend... on n'attend pas les départs à la retraite pour pouvoir recruter. Donc, on fait des embauches électoralistes au niveau de Pointe-à-Pitre. Même quand il y a déjà des agents qui pourraient faire le travail avec un peu de formation, par exemple. Et or, la mairie de Pointe-à-Pitre externalise toutes les missions de service public. C'est-à-dire le ramassage de la collecte des ordures ménagères, l'entretien des rues, l'hydrocurage, la restauration scolaire, la production de repas plus le portage, le service de communication, l'électricité, le service de bois, enfin, encore, la liste est tellement longue. Donc, les personnels qui travaillent dans ces services-là sont livrés à eux-mêmes, sans moyens ou carrément au chômage technique. Donc, dans le rapport, il est écrit, et voire même au placard doré, au niveau de Pointe-à-Pitre. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire tout simplement que pas ni agent en entretien, ni cuisinier, ni mécanicien, ni électricien. Alors, c'est mon ça, yo là, yo ka exister, c'est mon ça. Yo ka exister. Yo ka fait la mais yo ka payer. Ben justement. Non, quand poser une question là, puisque vous représentez du personnel, vous pouvez répondre, ouais. Quand c'est mon ça qu'a fait la journée, puisque vous représentez yo. Mais bien sûr. Ouais. Mais quand vous voulez faire? Yo pas faire rien parce que yo pas ba yo moyen pour exercer mission à yo pas ba yo moyen pour faire travail de service public là. Donc ces agents là qu'on dit tout à l'heure là, yo chômage technique yo là mais yo peut pas faire rien. Mais c'est Zandonis, yo peut pas faire rien. Donc alors pour ça bien clair ou en train de dire moi que par exemple au niveau des ramassages d'ordures, son service privé qui a fait ramassage d'ordures à Pointe-à-Pitre qui a ramassé tout déchets qu'il a et l'autre côté, à dans mairie là même, il y a des gens qui normalement qui étaient affectés à faire travail là ça. Tout à fait. Et c'est mon ça, il n'y a pas à faire rien. Eh bien justement, en cas retrouver document là. Alors, on voit, alors juste permettez-moi en Kevin tout à l'heure sur prestation à service externalisé là. Il y a deux camps au niveau de Pointe-à-Pitre.
un camp pour tous les directeurs et responsables, donc qui a toutes sortes de primes, avantages en nature, heures supplémentaires, voitures, téléphones, carburant, des parapluies dorés réservés à certains cadres, d'accord, en retraite. Okay? En retraite, sous couvert de mission qui a coûté 100 000 € par an. Ça veut dire que... Ça écrit dans un rapport là. Mais il y a donc... C'est sans rapport. Il y a dans un rapport à 2015 là. Ouais. Il dit qu'effectivement, qu'il y a des gens qui ont des missions dans un rapport là. Et il a coûté 100 000 €. Ça a continué, mais ça a arrêté. Ça a continué. Il a continué. Ça a dans un nouveau rapport là. Non, mais rapport sur question, c'est pour ça bien clair. Oui. Mais tout ça, on voit en cas de là, M. Zandronis, il y a dans un rapport là. On ne peut pas inventer rien, garder en vie avec tous ces documents là. Tout. C'est bien pour faire que la population la comprenne. Donc, nomination de certains cadres sans concours, sans examen, mais le pire encore, et c'est pour ça qu'il n'y a pas un mémoire. Parce qu'il y a un cas dénoncé. Vous savez, M. Zandronis, les emplois parentaux, par exemple. Oui, comment les emplois parentaux? Mais nous, expliquez-moi ça. Ça ne concerne pas que M. Fillon. Oui. Vous le savez, d'accord? Tout simplement pour la bonne raison, M. Bangou a embauché sa belle-fille. D'accord? Voilà pourquoi on ne m'aime pas. Parce que je dis la vérité. Et que c'est anormal de voir au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, des mères et des pères de famille qui envoient leurs enfants faire des études et de voir qu'à cause de ces gens-là, que leurs enfants ne peuvent même pas rentrer dans la fonction publique territoriale ou bien dans la fonction, au niveau de la communauté d'agglomération, tout ce qui s'ensuit. Pendant que nos enfants vont faire des études, ben voilà ce qui se passe. Donc, Pointe-à-Pitre, il s'agit de mettre les parents amis et alliés. Mais comme dans les avis d'obsèques, hein, mais par contre, pas canadisme, mais bon, chez vos confrères. Donc, voilà un petit peu la problématique. Maintenant, je vais venir sur d'autres... Alors non, mais ainsi l'externalisation, t'es bien, Miko. Laissons finir sur camp là, parce que comme on dit, on y des camps, donc camp des profiteurs, et le camp qui essaye justement des gens qui ont essayé de faire avec le plus moyen qu'il y a au Kabayo. Donc qui attendent la retraite, qui n'a pas de droit aux primes et autres avantages. Donc les charges de personnel ont vraiment été pointées du doigt par les magistrats, d'accord? Et pour pouvoir comprendre la situation, parce que je dénonce depuis des années et des années, c'est ce que le maire fait au niveau de ce qui se passe au niveau de Pointe-à-Pitre, de sa gestion. On dit que la section de fonctionnement, c'est les charges courantes. Eh bien oui, nous tout à fait d'accord. Mais par contre, à Pointe-à-Pitre, à part ça qui a fait. À Pointe-à-Pitre, c'est... en tant que représentant du personnel, on ne toujours pas parlé, hein, d'accord? Donc, j'ai toujours alerté, dénoncé ces charges qui traduisent bien le train de vie de la collectivité, charges courantes, et c'est les dépenses en carburant. Vous imaginez, en carburant, c'est près de 400 000 € en carburant. D'accord? Donc, sans compter les utilisations des véhicules où vous rencontrez, hein, sur les plages ou par exemple en Martinique ou à Marie-Galante, eh bien, en Martinique? Oui, en Martinique, il y a qu'à voyager. C'est voiture à la ville qui a voyagé aussi. Oui, il y a qu'à voyager. Donc, ils sont garés chez les détenteurs. C'est-à-dire que tous les chefs de service ont un véhicule. Or, la loi prévoit que ces gens-là ne doivent pas avoir de véhicule. C'est-à-dire que pour les besoins du service, vous utilisez le véhicule dans l'enceinte de la collectivité. Le véhicule doit être attribué. Par exemple, on a un garage de l'OICIS. Il y a le garage. Normalement, la personne qui doit récupérer un véhicule doit venir systématiquement se rendre au garage pour récupérer ce véhicule-là. Et comment fonctionne le garage? Mais il n'y a pas de garage. Mais on a un garage fantôme. On a un garage fantôme. Mais tout à l'heure, nous qui venons, c'est ça. Donc,
tout ça pour vous dire que les détenteurs, même quand ils sont en congé, ont à disposition les véhicules de la ville. Et c'est leurs familles qui conduisent les véhicules de la ville. C'est prouvé ça, M. Varro? Mais bien sûr, monsieur Zamboni. Oui. Je ne raconte pas des cracks. Je ne suis pas là. Je ne fais pas de la délation comme ça. C'est des choses que j'ai toujours dénoncées. Il reste 2 minutes. Il est presque 13 h. Il est 12h57. C'est toujours des choses que j'ai dénoncées. Donc, sans compter qu'il y a les fêtes et cérémonies, les élus et cadres qui voyagent, qui sont en déplacement, qui voyagent en classe affaires, tout ça. Mais tout ça, ça représente un coût au niveau de la collectivité. Vous imaginez, voyage plus hôtel Mercure ou Albatras, c'est 3500 € par personne. Lorsque vous faites le calcul, voilà où passe l'argent des contribuables. Voilà pourquoi les agents, pourquoi Pointe-à-Pitre se trouve dans un gouffre. Et là, on ne peut pas accepter et devoir de rester dans le silence, dans l'omerta. Sans compter que... Une question, M. Varro. Puisqu'on va devoir terminer, malheureusement, il est presque 13 h. J'ai appris que le DGS de la ville de Pointe-à-Pitre était sous le départ. Est-ce que c'est une information qui est confirmée ou est-ce que c'est un cas mot? Alors, enfin, c'est dommage que je n'ai pas pu continuer sur ma lancée pour expliquer. Alors, sur ça, c'est pas moi qui l'ai embauché. Hein. Oui. Donc, non, je pose la question parce que l'information m'a été transmise ce matin par texto. Et donc, je vous pose la question parce que vous êtes délégué du personnel, représentant du personnel. Est-ce que le DGS, que j'ai eu l'occasion de recevoir ici après votre avant-dernier passage, est-ce il sera toujours en fonction l'année prochaine? Alors, je vais répondre assez très clairement. C'est pas moi qui l'ai embauché dans un premier temps. C'est un choix du maire. Alors, le DGS est nommé par l'exécutif. C'est un pouvoir discrétionnaire du maire. C'est un emploi fonctionnel. Donc, il faut croire qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne sont plus sous je pense, qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est confirmé qu'il est sur le départ. Oui, il l'a dit. Il l'a dit publiquement. Donc, c'est pas à moi qui l'a dit seulement. Oui. Donc, vous savez, quand une commune est en difficulté, comme Pointe-à-Pitre, eh bien, ça crée des crispations entre les fonctionnaires et l'exécutif. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Une question, Mario Varro, on va terminer là-dessus. Est-ce que Pointe-à-Pitre peut s'en sortir et comment? Alors là, je pose la question, vous n'êtes pas maire, je sais. La seule des choses que j'ai posé la question au maire, il m'a fait sa réponse. Est-ce que vous, en tant que représentant du personnel, je pose c'est la dernière question, est-ce qu'à votre avis, la ville peut s'en sortir puisque M. Bangou nous a dit que la population risque d'augmenter, il y a des gens qui étaient partis qui reviennent, que la ville aura un nombre d'habitants supérieur à ce qui est annoncé officiellement, donc ça veut dire que les impôts seront plus étendus. Est-ce que Pointe-à-Pitre peut sortir du gouffre, puisque vous avez parlé de gouffre? Alors, pour que Pointe-à-Pitre puisse sortir du gouffre, il faudrait que le maire puisse faire son mea culpa et arrêter de monter sur les ondes pour dénigrer le travail des magistrats, et que je porte mon soutien total à ces magistrats qui ont fait leur travail en toute transparence. Et il faudrait que le maire puisse démissionner carrément et sortir la tête haute de cette collectivité. Au profit de qui? Comment? Au profit de qui? Au profit, laisser la place à quelqu'un d'autre, une autre équipe pour pouvoir... Est-ce que ça va régler le problème du déficit? Alors, est-ce que ça va régler le problème? Mais au moins, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a déjà mis Pointe-à-Pitre dans un gouffre, dans un tel gouffre, parce que là, pour le moment, c'est 56 millions. Mais on va découvrir très bientôt des cadavres qui sont là encore. Donc, moi, ce que je peux lui dire, c'est qu'il puisse le ramener à la raison pour qu'il puisse démissionner et laisser quelqu'un d'autre mener la ville autrement, de façon pour pouvoir gérer cette collectivité comme il se doit, parce que je vous assure que les Pointois, c'est eux qui vont pâtir. Et d'autant plus que je voulais juste rajouter une dernière chose, mes collègues, c'est eux aussi qui vont, je le dis à mes collègues. Il n'y aura pas de licenciement, il m'a dit qu'il n'y aura pas de licenciement. Alors, pour le moment, non, je ne parle pas de licenciement parce qu'on est des fonctionnaires, donc on ne peut pas licencier des fonctionnaires. Par contre, ce qui peut arriver au niveau de Pointe-à-Pitre, et c'est déjà arrivé en France, on va arriver où les agents
ne pourront pas avoir de salaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être payés. Donc, ça va arriver au niveau de Pointe-à-Pitre et je vous le garantis. C'est une alerte que vous lancez? Oui, c'est une alerte. Et lorsque je dis quelque chose, je mesure ce que je dis. Pointe-à-Pitre est en faillite, M. Zandronis. On a compris. En tout cas, merci de ce que vous avez dit. Comme on le dit traditionnellement, s'il y a un droit de réponse, on verra. Si le maire souhaite répondre, c'est la loi du genre. Vous avez fait un certain nombre de déclarations, vous avez lancé un certain nombre d'alertes sur les documents, on les a vus, on les a lus aussi les documents, puisqu'ils sont en ligne. En tout cas, M. Mario Varou, je vous remercie d'être venu. Il est pratiquement 13h02, nous débordons de 2 minutes quand même. Vous avez eu 32 minutes pour vous exprimer. Et on passe tout de suite à la page de pub et on va se retrouver tout à l'heure pour le développement du journal et la suite de nos invités. Voilà, il est 13h09 et retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT 89.8 et aussi en direct de C10FM, la nouvelle radio 103 FM. Aujourd'hui, on va recevoir notre chroniqueuse cinéma qu'on va recevoir avec plaisir. Bonjour Laurence. Bonjour Danick. Ce sera tout à l'heure. On va recevoir aussi Jessica Oublié qui a publié cet ouvrage, Pays en nous. C'est un petit peu l'histoire du Bimidum et c'est par rapport au Festival Caribule. On reviendra tout à l'heure. Mais tout de suite, on va partir à Paris où Maurice Essay a rencontré M. Barouin. M. Barouin, c'est le président de l'Association des maires de France. Et vous savez que le congrès des maires se tiendra du 21 au 23 novembre. C'est tout de suite. Reportage et Maurice Essay. Des maires et qui s'inscrit dans une période où malheureusement année après année, et ça n'est donc pas le président de la République ou ce gouvernement qui sont exclusivement en cause, mais c'est une lente dérive, une pente qui aujourd'hui remet en cause tout simplement le principe de la décentralisation et la libre administration des collectivités locales. Au fond, c'est une liberté, donc c'est une défense des libertés. Et j'ajoute que ce n'est pas uniquement des affaires d'argent, ces affaires de dotation, c'est de l'argent que l'État de la collectivité locale a raison des compétences et qu'il a transféré, des impôts qu'il a supprimés. Entre le passage à 13 milliards d'efforts supplémentaires, ne tenant pas compte de ce que nous avons produit au cours des 3 dernières années. L'État ne s'est pas réformé, l'État n'a pas fait d'économie, l'État a continué à dépenser. Nous avons réduit, nous avons géré, nous avons une règle d'or, nous ne pouvons pas faire de déficit. Et nous avons une dépense vertueuse puisque nous faisons de l'investissement, donc nous donnons à travers l'argent de la commande publique, du grain à moudre et de l'activité pour toutes les entreprises sur tous les territoires de France. Plus la suppression de la taxe d'habitation, si vous voulez, ce sera très difficile de transformer le pays en demandant aux acteurs majeurs qui sont les premiers de cordée de la République de proximité de continuer à avancer avec une tête qui aura été coupée avec la dotation et puis les jambes qui auront été amputées avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc c'est vrai que nous attendons beaucoup du président de la République. C'est un homme qui est à l'écoute. Il nous a reçus il y a une quinzaine de jours, longuement. Je l'ai trouvé attentif, je l'ai trouvé préoccupé, légitimement préoccupé sur sa volonté sincère de transformer le pays. Les maires de nos départements et de nos collectivités d'outre-mer sont des acteurs majeurs de l'Association des maires de France. Ils relaient puissamment les préoccupations de chacun de ces territoires, qui sont en fait les mêmes problématiques qu'en métropole, sauf que c'est multiplié par 3 ou 4. La problématique des emplois aidés a puissamment impacté évidemment et interpellé les maires des départements ultramarins. Et c'est normal, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de besoins. Même chose pour le logement social, même chose pour le développement des infrastructures, même chose pour les projets irrigants des pôles de compétitivité, etc., etc. Donc nous allons évidemment écouter et recueillir, comme nous le faisons chaque année, nos collègues ultramarins qui viennent porter une voix forte et nous allons relayer cette voix forte auprès du gouvernement. Voilà, bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur ce congrès des maires, puisque vous savez qu'une délégation importante de maires de Guadeloupe se rendra à ce congrès. On va prendre une petite pause cinéma avant de parler de bande dessinée. On va rencontrer Laurence Welch. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là, comme tous les 3 jeudis du mois. Et cette semaine, nous parler des films qui vont sortir et qui seront à l'affiche. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par La montagne entre nous de Hani Abu Assad, qui est un réalisateur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos écrans. Il a été découvert en 2005 avec le film Paradise Now, qui a eu pas mal de prix, notamment le Golden Globe du meilleur film étranger. Et donc, c'est un réalisateur qui a tourné ses films vraiment sur la guerre en Palestine,
film donc, sur plusieurs je veux dire, créneaux, puisqu'on l'a vu aussi dans le film en 2013, Omar, qui est passé au Festival de Cannes et qui a eu le prix du jury. Et donc c'est un réalisateur qui a voulu vraiment mettre en avant cette guerre entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, il revient avec un film totalement différent qui s'appelle donc La montagne entre nous. Les acteurs déjà très connus, Kate Winslet qui a joué, on ne présente pas bien évidemment, qui a joué dans Titanic, mais aussi Idriss Elba, qu'on peut voir actuellement dans Thor justement et qu'on connaît très bien sa série Luther. Donc ces deux acteurs se retrouvent tous les deux piégés dans une montagne puisqu'ils connaissent un crash d'avion en fait, et ils doivent survivre dans une montagne glaciale, dangereuse. Alors c'est un film quand même assez un suspense, et je vais quand même vous laisser regarder quelques images du film, ainsi vous pourrez voir une idée du film. Oh, Nathan. Oh! Quelqu'un m'entend? Quelqu'un? Alex, regardez-moi. Vous êtes blessé à la jambe. Votre téléphone est fichu, le mien n'a pas de signal, et on est très haut dans la montagne. Si on reste, on est en sécurité. Mais si on part, les sauveteurs auront moins de chances de nous trouver. Je veux pas mourir ici parce que vous avez trop peur de tenter quelque chose. Il y a des gens qui nous cherchent. Le pilote n'avait pas rempli de plan de vol. Personne ne sait où on est. On n'a que nous pour s'en sortir, vous et moi. On peut tenir 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 heures sans abri. On va peut-être mourir ensemble. Et on se connaît même pas. On va pas mourir. Pas aujourd'hui. Alex! Alex! Alors, juste pour la petite histoire, justement, la dernière scène où on voit Kate Winslet tomber dans l'eau, il faut savoir qu'elle est vraiment tombée dans l'eau. Non, c'est pas un trucage. Alors, la partie où on la voit au fond de l'eau, c'est un trucage, mais ils ont tourné vraiment dans des conditions de montagne, glaciale et tout, et elle est vraiment tombée dans l'eau gelée pour faire... voilà, donc c'est quand même assez dur d'être actrice. Alors, pour continuer, je vous propose le film The Foreigner. Parfois, on met des acteurs au placard un peu trop vite. Et là, Jackie Chan, en fait, et Pierce Brosnan, les deux sont de retour. Alors, ce sont deux grands mythes d'une époque, mais aujourd'hui, ils partagent l'affiche d'un film d'action. Et en fait, Jackie Chan joue le rôle d'un père qui veut se venger de la mort de sa fille suite à un attentat. Et donc, il est prêt à tout. Alors, vous connaissez bien évidemment l'acteur qui est un excellent acteur, enfin, tout ce qui est arts martiaux et autres. Donc, c'est un film d'action. Le Bruce Lee des années 2000. Voilà. C'est un film d'action qui promet beaucoup. Il faut savoir que le réalisateur Martin Campbell a notamment réalisé Casino Royale, Le Masque de Zorro et La Légende de Zorro. Donc avec ce joli trio, on espère avoir un film d'action qui envoie... Bonne annonce tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut? Sa fille a été tuée dans l'attentat. Monsieur Hennessy, s'il vous plaît, trouvez les noms de ceux qui ont posé cette bombe. Je travaille pour le gouvernement, pas pour les terroristes. Mais vous avez travaillé pour eux. Je ne sais pas qui sont ces poseurs de bombes. J'en crois pas un mot. C'est lui. Je veux les noms des poseurs de bombes. Il a été entraîné. Les forces spéciales, à mon avis. Arrêtez! Votre voiture va exploser! Il veut prouver qu'il peut vous atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Il croit que je sais qui a tué sa fille. C'est le cas? Somebody say a prayer for me! J'ai mis la moitié de la ville à ses troupes.
C'est un vieil homme qui resserre les taux autour de nous. Il a toujours un coup d'avance. Allez-y, ouvrez-le. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Si, je sais. Et vous? Alors, je vais vous présenter un film qui sort le jeudi 16 novembre. La semaine prochaine. Exactement. Oui. Un film très attendu, Justice League. Oui. Donc, vous connaissez tous la franchise des DC Comics. Il y a les Marvel, il y a les DC Comics. Et donc, voilà, cette franchise passe à l'offensive depuis maintenant 2 ans, puisqu'on a pu découvrir en 2013 Man of Steel, qui parlait donc des aventures de Superman. L'année dernière, on a vu Batman contre Superman, où Ben Affleck interprétait le rôle de Batman, qui a eu un succès énorme. Cette année, Wonder Woman fut le film avec une femme en super-héros qui a cartonné. C'est le premier film qui cartonne avec une femme. Et donc, la semaine prochaine, vous pourrez découvrir Justice League. Donc, c'est l'ensemble des personnages qui vont affronter, bien évidemment, de nouvelles aventures. Et vous aurez donc de nouveaux personnages, dont Aquaman, qui aura un film l'année prochaine, et Flash et Cyborg. Donc, là-dessus, ils se rencontrent. Et c'est aussi une très belle brochette, j'ai envie de dire, d'acteurs performants. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. J'ai fait un rêve. C'était la fin du monde. Une invasion. Je crois qu'il y a autre chose. De plus sombre. On demande à des gens qu'on ne connaît pas de risquer leur vie. L'homme fort est encore plus seul. T'as déjà entendu ça? C'est pas ça le dicton. C'est le contraire de ce que dit le dicton. Divisé, on n'est pas assez fort. Le monde a besoin de Superman. Je lui ai fait une promesse. C'est pour ça que je vous ai réunis. La balade n'est pas finie. Toi, t'es un pote. Trop fort. C'est votre pas de signal, c'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller, là. Oui, t'as tout deviné. C'est trop cool. Voilà. Alors, pour finir, je vous parle rapidement du dernier Disney de Noël, donc qui sortira le 1er décembre. C'est un petit bijou du studio Pixar pour les fêtes de Noël, comme chaque année. Alors, c'est l'histoire vraiment, c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui va découvrir les traditions familiales, qui va découvrir tout ce qui est les relations avec les ancêtres, en fait. C'est un film très coloré. C'est un film d'animation? C'est un film d'animation, très coloré, avec beaucoup de musique, une chaleur et une tendresse vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment le petit... Alors, l'année dernière, on avait Vaiana. À partir de quel âge? À partir de 3 ans, vraiment. Jusqu'à moi. 130. Jusqu'à moi. D'accord, oui. J'ai bien compris. Ouais. Donc, n'hésitez pas en décembre d'emmener les enfants voir. Alors, donc, on rappelle très rapidement Justice League, The Foreigner et La Montagne et nous.
entre nous. Voilà. Entre nous, voilà. C'est fait. Merci Laurence, qu'on retrouvera avant Noël. Avant Noël, bien évidemment. Noël, bien sûr. On quitte le cinéma, on va vers le dessin, mais cette fois-ci le dessin fixe, et on va parler avec Jessica Aubier. Bonjour Jessica. Bonjour Dani. Merci d'être là. Alors, je le dis, cet ouvrage, cette bande dessinée, j'ai envie de même dire un roman graphique, Pays en nous, est déjà disponible dans les librairies. Vous signerez pendant Caribule aussi l'ouvrage? Oui, tout à fait. L'ouvrage sera signé pendant le festival Caribule à Bémao. Mais là, vous êtes ici pour nous parler un petit peu de l'histoire de ce bouquin. Alors, pourquoi vous avez choisi un sujet aussi sensible que le bumidum? Tout simplement quand j'ai pris conscience de la mortalité de mon grand-père. À mon retour de mes années de coopération en Afrique, ça faisait 5 ans que j'étais partie de chez moi, donc de Paris où je suis née. Et un coup de téléphone, un jour, ma tante m'annonce voilà, ton grand-père est malade, il a un cancer. À partir de ce moment-là, moi, je réalise que je connais absolument pas mon histoire familiale, que je sais que mes parents sont venus en France métropolitaine à l'âge de 14 et 15 ans. Mais mes grands-parents, du côté de la Martinique, étant déjà décédés depuis longtemps, je me rends compte qu'à travers la possible disparition de mon grand-père, il y a possiblement quelque chose qui va m'échapper de mon histoire, de notre récit familial. Du coup, j'entreprends de collecter son histoire de vie une année après. Au début, lui paraît un peu farouche et puis finalement, il se laisse questionner. Et très rapidement, je lui pose la question de savoir, mais j'ai découvert un truc qui s'appelle le bumidum. T'as dû partir avec ça finalement? Vous ne saviez pas ce que c'était? Très peu. Jamais entendu parler avant? J'avais le sentiment, la fois où je l'ai vu écrit, d'avoir entendu dans mon enfance quelque chose, mais comme bibidum et des railleries, et des mouvements, des voix comme ça qui grondent en prononçant ce mot-là. Mais je ne savais pas ce que ça signifiait. Donc je lui dis, t'as dû venir avec le bumidum, et à ce moment-là, il me dit non, moi j'ai payé mon billet d'avion tout seul, je ne suis pas liée à ces gens-là. Et en même temps, le lendemain ou le week-end après, j'ai un déjeuner de famille donc chez un oncle de la même impasse. Je commence à leur expliquer que je veux collecter le récit de vie de mes grands-parents, mais qu'ils sont assez taiseux finalement, pas réticents, mais qui ne donnent pas à entendre leur histoire aussi facilement que je l'aurais voulu. Et là, ils m'expliquent qu'ils ont eu une vie difficile, que les années 70 en Guadeloupe, ça a été assez difficile, que mon grand-père travaillait à Darboussier, qu'il aurait voulu rester, que la même année, alors qu'il se mariait avec ma grand-mère, ils avaient déjà 9 enfants, mais qu'il a dû partir parce que notamment une amie lui dit « mais viens ici, il y a un système de recrute facile, etc. Je pourrais t'aider, on a tous trouvé du boulot, etc. » Donc du coup, mon grand-père, même s'il ne part pas avec le bumidum, et à ce moment-là, je ne mesure pas ce que c'est, toujours pas, il part dans le mouvement migratoire qu'a généré le bumidum. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu en faire une histoire. Et donc, vous avez mené une véritable enquête sur le bumidum? Tout à fait. Et comment ça s'est passé sur le terrain? Vous rencontrez des gens? Vous avez un fil rouge? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, on a interviewé... Moi, il me fallait des sujets, des gens qui ont vécu la migration. Donc, il fallait des gens partis. Il me fallait des témoins, des gens qui ont vu cette migration se faire, des parents, des enfants, etc. Des enfants qui sont restés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû laisser leurs enfants 1 année, 2 années, 5 années, parfois même, avant de venir récupérer. Oui. Et puis, je voulais aussi un point de vue un peu de haut, de personnes qui avaient analysé le sujet, mais de façon un peu critique et distanciée. Donc, des chercheurs. On a des sociologues, des anthropologues. Oui, j'ai vu Harry Broussillon, qu'on connaît très bien ici. En Guadeloupe, on a rencontré Harry Broussillon. Pierre-Charles aussi. Vous avez rencontré Pierre-Charles en Martinique aussi? Philippe Pierre-Charles, le syndicaliste qui revient sur les mouvements indépendantistes, autonomistes et indépendantistes des années 60 à 80. Et puis Harry Broussillon qui revient lui plus sur ce qu'ont été les organisations étudiantes. Oui, en quoi elles faisaient la GEG et la GEM, en quoi elles étaient des contrepoints aussi des mouvements autonomistes et indépendantistes de l'époque, et qu'ils prenaient un retour au pays une fois les études terminées. J'ai aussi rencontré l'anthropologue Alain Ancelin, qui lui a vu se faire la bascule entre le moment où la migration, donc qui était une migration de travail au début, a dévié en migration de peuplement. Parce que si des femmes sont parties et à l'origine laissaient leurs enfants là pour pouvoir s'insérer professionnellement plus facilement, eh ben, elles ont fait venir ensuite leurs enfants, et puis des hommes ont fait venir, et c'est le cas de mon grand-père, a fait venir ses 9 enfants, d'autres faisaient venir des compagnons, etc. Donc finalement, le bumidum, ça n'est pas qu'une migration de travail, c'est aussi une migration de peuplement. Alors ça c'est la partie recherche historique, mais de l'autre côté, vous avez voulu, je veux dire, en faire un dessin.
raconter ça en images. Et là, vous prenez avec vous Marie-Ange Mousseau, malheureusement elle n'est pas là aujourd'hui. Alors comment ça se faisait? Elle fait dessiner sous votre dictée, ou bien vous avez fait un scénario comme un film? Oui, on fait un scénario comme un film, sauf que comme il s'agissait d'une enquête, c'était difficile d'avoir une matrice exhaustive dès le début du travail. Donc on a eu un travail, on va dire, au coude à coude, où moi j'écrivais les textes. Comme la plupart du temps c'est moi qui interviewais les gens quand elles ne pouvaient pas venir avec moi, je faisais des photographies, je notais l'atmosphère, l'ambiance, les sanglots dans la voix, etc. pour qu'il y ait cette émotion-là qui repasse dans le dessin. Donc c'est vraiment, ça s'écrit vraiment comme un scénario de J'ai envie de vous poser la question, parce que Laurence est là, est-ce qu'un jour ça pourrait se transformer en film? Ça pourrait, mais il y a déjà un très très beau film qui s'appelle Bumidum, c'est français d'outre-mer, dont c'est Audrey Pulvar. Ah, c'est Audrey Pulvar, voilà, oui. Un documentaire infrarouge qui revient très très bien. Moi, quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a convaincu de la nécessité d'en faire une bande dessinée, puisque quand même ce film-là, ce documentaire ne passe qu'à des heures de non-écoute, j'ai envie de dire. Absolument. Voilà. Donc, on l'a jamais passé au Rex, ce film? Le documentaire, donc on ne l'a pas mis en avant. Par contre, en fiction, on a mis Le Gang des Antillais qui a traité. Vous avez vu Le Gang des Antillais, Jessica? Oui, je l'ai vu. Oui. Tout ça, c'est la même époque, en fait. C'est la même époque, tout à fait. Même si Loïc Léry n'est pas venu avec le Bumidum. À chaque fois, je le dis, Loïc, le tir, je rectifie et je l'ai interviewé Léry, donc Loïc. Je suis allée le voir en Martinique après qu'on se soit vu ensemble en décembre dernier, en décembre 2016, et je suis allée voir Loïc, je l'ai interviewé. Donc, bien sûr, c'est complètement la même époque au plan social, au plan politique. Ça parle de la même histoire de désœuvrement social, d'exil, de personnes qui se sentent mal dans un pays qui pensait être le leur, donc la France, et qui découvrent sous une forme d'étrangeté qu'ils sont avant tout noirs avant d'être français. Donc c'est exactement le même contexte, mais c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes arrivées et donc des trajectoires qui sont colorées par différentes problématiques. Le livre, cette BD, elle est déjà disponible en France? Oui, depuis le 25 octobre. Comment elle est reçue là-bas? Plutôt bien. Alors il y a deux types de lecteurs pour l'instant, des lecteurs plutôt aguerris, on va dire familiers à la problématique. Chantal Loyal, la danseuse chorégraphe guadeloupéenne, nous a invités au Festival du Mois du Créole en fin octobre. Et là, on avait un public de créolophones et de créolophiles. Donc tout le monde a eu envie d'acheter la BD. Et puis on était au Festival de BD Quai des Bulles à Saint-Malo. La personne ne nous connaissait, mais on était en contexte marin, on était en bord de mer, donc la couverture parlait bien. Et il y a eu aussi beaucoup de lecteurs de romans graphiques qui sont venus nous voir. Vous en aurez probablement autant ici, dans le Caribou. On l'espère. En tout cas, on donne rendez-vous. Vous signez quand? Alors, demain en dédicace à la Maison de la Presse de 16h à 18h. Vendredi à Caribule de 13h à 16h. Samedi de 16h à 18h. Et dimanche, on est au festival de 10h à 14h. On vous remercie d'être venu nous dire ça. Laurence, il faut l'acheter. Ah oui, je pense que je vais l'acheter avec plaisir, vraiment. Pour vous et pour les enfants qui ne connaissent pas Bumidum. Et donc, c'est un livre à avoir. Pays en nous, ni créole, ni français à dingue. Et puis, ça vaut le déplacement, ça vaut le coup. Merci en tout cas d'être venus toutes les deux. Il est 13h30, on prend la deuxième page de pub et on se retrouve pour la suite du journal tout à l'heure. Voilà, il est 13h36 dans le ZCL retour donc sur l'actualité. On parlait tout à l'heure cinéma et bande dessinée, ça c'est pour les distractions. On parlait tout à l'heure de juridique avec Nathalie Jacobi-Kouane qui est là. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, on parlera de tourisme avec notre amie Alexandra. Non. Elisabeth. Oh là là, vous m'avez déjà oublié. Oui, Elisabeth qui est avec nous. Bonjour. Et avec elle, on fera un petit voyage dans le MFC. Mais avant, on retourne dans l'actu puisque les pêcheurs marins pêcheurs de Baillargent avaient décidé de bloquer la circulation. Ils manifestent tous contre l'ouverture d'une station-service près de chez eux. Tout de suite au reportage de Cloris Kerry-Magnier. Toujours pour me là, pour pomper à la station routière, là, nous avons manifesté. Pour faire la bonne décision d'arrêter les travaux. Or, nous avons des travaux qui continuent. Et encore, le pire, nous avons fini la bonne journée là. Pour avoir une autorisation qui permet de construire
station routière là, ni par la 50 par géométrique, ni par la DL. Alors c'est pour ça que nous mobilisons aujourd'hui. Depuis à 4h30 nous là, nous bloqués. Et non seulement pour le sens là, demain matin, cuver essence n'est un problème. Qui a une responsabilité? Parce que là, il doit carburer à la mer. C'est nous encore les pêcheurs, ils ne disent pas pêcher par la guénasse. À le fois l'État savent responsabilité si on fait la pêche avancée ou en station routière avancée. En fait, c'est une construction totalement illégale et aujourd'hui, elle nuit justement à l'activité sur le port, et notamment juste en face du marché aux poissons. Donc on se rend compte également aujourd'hui des problèmes de structuration dont nous parlons régulièrement à la pêche. Et il est important que ce travail se fasse. Et c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire en réalité. Sans consultation, sans autorisation, sans permis, voici le résultat d'une politique que nous menons en Guadeloupe. Et voici pourquoi aujourd'hui les pêcheurs, les camarades de Baillargeon sont mobilisés. Et nous sommes élus du comité des pêches, nous devons soutenir ces actions. Voilà, on revient donc sur la chronique d'Elisabeth et de pas Alexandra. C'est Elisabeth, bonjour. Bonjour Danick, et bonjour à tous les auditeurs. On va aujourd'hui parler du MFC, mais avant, générique, voilà. C'est parti. Oui, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je suis très contente puisque la saison des croisières est repartie. C'est parti. Ça y est, c'est parti. En début de semaine, on avait un très beau paquebot à Basse-Terre. Et hier, on avait un beau paquebot aussi à Pointe-à-Pitre. Donc, on a vu les premiers touristes. C'est parti pour combien de bateaux à peu près? Alors, une saison, vous imaginez 3-4 bateaux par semaine. Oui, ça va être très lourd, là. Oui, mais c'est bien, c'est une belle expérience. Oui, voilà. Oui. Et puis, nous, ça nous permet aussi de voir qu'on est capable quand même d'accueillir beaucoup de touristes, même si on a beaucoup d'efforts à faire. Mais en tout cas... J'imagine que c'est pas toujours évident. Voilà, ça, c'est un autre débat. En tout cas, on est ravis, en tout cas, de voir à nouveau les bateaux de croisière arriver à nouveau à Pointe-à-Pitre. Plus particulièrement, là, demain, il y a le MSC Fantasia qui va arriver le 26 octobre, mais qui part demain d'Italie, qui va passer sur la France, l'Espagne. Donc, c'est la fameuse transatlantique dont je vous parle chaque année, puisque les bateaux partent de la Méditerranée pour venir se positionner dans la Caraïbe. Donc la compagnie MSC Croisière, c'est sa 4e saison chez nous. Et là, il nous offre effectivement un très beau bateau de la flotte qui est le MSC Fantasia. Donc j'en avais parlé rapidement, mais là c'est l'occasion de vous présenter ce beau paquebot de quasiment 4000 passagers. 4000 passagers. Oui, donc c'est des... C'est une vraie ville. C'est une vraie ville, je dis toujours, c'est facile. Donc là, il va faire la transatlantique, se positionner sur la Caraïbe. Donc on a eu l'occasion de visiter. C'est des paquebots assez exceptionnels où il y a une vraie vie de village, donc avec des endroits paradisiaques, mais aussi des boutiques. Donc pour ceux qui aiment se faire plaisir, donc il y a du shopping, il y a des bars lounge, il y a un casino aussi. Donc le casino est ouvert tous les soirs quand le bateau est en mer. Après, vous avez une discothèque aussi pour ceux qui s'amusent. La nouveauté sur ce bateau, c'est que vous avez un cinéma en 4D et un simulateur de Formule 1 qu'on voit là à l'écran. Donc ça, c'est une vraie nouveauté et c'est une vraie expérience aussi à vivre lors de la croisière. Qui, je le rappelle, dure 8 jours, donc il y a de quoi se faire plaisir. Là, on voit aussi, on a un espace Auréa Spa, donc avec des produits aussi d'exception, si on veut se faire bichonner et prendre soin de soi pour une semaine de repos, quand on a passé déjà un début d'année un petit peu difficile. Et on a aussi sur ce bateau un nouveau concept qui est le MSC Yacht Club, j'en avais parlé aussi. Donc ça, c'est à bord du bateau, un espace qui est dédié avec un majordome qui vous accueille. Vous avez des priorités pour tout ce qui est embarquement, débarquement, port de valises, petit déjeuner en cabine. C'est royal alors. Voilà, c'est un service majordome, on en avait parlé. Si on a envie de se faire bichonner pendant un
un long moment, et ben, pendant une semaine, on peut explorer en tout cas ce nouveau concept MSC Yacht Club. Et puis le MSC Fantasia, c'est aussi des itinéraires. Donc l'avantage, c'est qu'on a un itinéraire nord, un itinéraire sud. Alors le départ est toujours? Le départ est de Pointe-à-Pitre, oui. Donc on embarque de Pointe-à-Pitre. En avion ou... Alors pour la transatlantique, on rejoint donc le port d'embarquement, soit l'Italie, soit la métropole en avion, et on revient en bateau, c'est 15 jours. Et puis une fois qu'il est positionné ici, ça fait des rotations de 8 jours. Un côté... on explore la Caraïbe Nord et après c'est la Caraïbe Sud, donc avec des itinéraires qu'on connaît déjà, mais un nouveau bateau, donc c'est vrai que c'est toujours une nouvelle expérience. Donc l'itinéraire Nord, on peut découvrir Tortola, donc les îles Vierges britanniques, la Romana, Saint-Kitts, Antigua et la Martinique, et l'itinéraire Sud, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, Grenade, la Martinique. Alors ça veut dire que pour l'instant Saint-Martin est au sud. Alors Saint-Martin effectivement hors circuit. Hors circuit pour l'instant. C'est vrai qu'on va même récupérer quelques bateaux, c'est pour ça qu'on parle d'escales supplémentaires, le temps qu'ils puissent effectivement avoir un programme pour se remettre sur pied. Hein. Oui. Donc voilà, mais de toutes les manières, ce sera une escale qui reviendra, ça c'est évident. Et puis donc ça c'est vraiment la nouveauté. Là je vous ai apporté effectivement quelques photos pour voir vraiment que le MSC Fantasia c'est vraiment du luxe, c'est vraiment du dépaysement et une nouvelle expérience aussi au départ de Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'en termes de budget, Elisabeth, c'est un coût quand même tout ça? Alors ça a un coût, mais quelquefois on peut avoir des bonnes opportunités, des bonnes offres. Donc là par exemple un transatlantique au départ d'Italie on est à moins de 500 €. Donc c'est quand même appréciable. Après, on rajoute le vol, mais pour 15 jours de croisière, vous imaginez, c'est quand même un budget sympathique en pension complète. Après, on a aussi des offres dernière minute. En termes de budget, c'est vrai que les compagnies se sont aussi adaptées. Donc, on a maintenant des budgets en formule basique, donc juste pension complète. Et après, on a aussi du all inclusive. Donc, ça vous permet d'avoir un budget ficelé dès le départ de Pointe-à-Pitre. J'ai oublié de le dire aussi, mais c'est très important. Il y a un espace aussi pour les enfants. Donc, il y a le club enfant. Pour tous les enfants de plus de 2 ans, vous avez un espace où vous pouvez déposer les enfants. Ils sont encadrés. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir un espace et du temps libre pour vous. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et puis, en termes de nouveautés aussi, MSC, le 2 décembre, il y aura l'inauguration d'un tout nouveau bateau dont j'avais parlé aussi la saison dernière. C'est le MSC Seaside. Oui. Alors, c'est un bijou de technologie et en plus, il a une autre conception de bateau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le tour entier du bateau, ce qui n'est pas le cas. Vous avez une promenade tout au long du bateau et vous avez aussi un bain de soleil avec une piscine à l'arrière, ce qui fait que vous avez une vue panoramique. C'est un merveilleux bateau donc qui sera dans la Caraïbe à partir du 2 décembre au départ de Miami, avec un itinéraire très sympathique aussi puisque vous pouvez aller jusqu'à Cozumel, Grand Caïman, et donc ça on vous concocte aussi des séjours croisières sympas avec un vol norvégien qui a repris. C'est l'occasion de le dire. Voilà, donc avec des tarifs pour Fort Lauderdale dans les 250 €. Donc vous imaginez, vous rajoutez votre croisière derrière, c'est le bonheur. Oui. Donc, et tout ça chez vous? Et tout ça chez nous, donc bien sûr. Alors sans oublier les indispensables pour voyager, pensez en agence de voyage, on est là pour vous conseiller. Pensez aussi à votre assurance multirisque, je le dis tout le temps, mais c'est nécessaire quand on voyage, pour voyager tranquille. Donc vous pouvez venir nous voir, bien sûr, dans les 4 agences, Pointe-à-Pitre, Moule, Marie-Galante et Basse-Terre, donc les agences Riverains Tour. Et puis notre Facebook, vous pouvez aussi nous interroger sur le Facebook, nous donner aussi vos idées de voyage si vous avez envie d'avoir une destination que je vous présente. Donc c'est Agence de voyage sur Facebook et un téléphone, donc 05 90 91 72 10. Voilà. Juste une dernière question, Elisabeth, avant de passer à autre chose. Les conditions d'entrée aux États-Unis vont changer ou ont déjà changé? Alors, pour l'instant, on est toujours sur l'ESTA, passeport biométrique valable 6 mois après après l'entrée aux États-Unis. Ça va certainement changer parce que vous savez comment c'est, toutes les restrictions, mais pour l'instant
Il n'y a pas de changement, pas encore de changement officiel. Bon, voilà. On va s'en tenir à ça. Merci. Voilà, Elisabeth, on va retrouver la semaine prochaine. Oui, bien normalement. Sûr, bien sûr. Bien, on va continuer à voyager avec elle. Il est 13h47 avant de parler de la rubrique juridique. Rapidement, on revient sur la grève des éleveurs du moule. Vous savez que l'abattoir du moule est en voie de fermeture. En tout cas, on essaie de gérer ce problème-là. Et pour les éleveurs de cette région, un peu comme c'est le cas aussi à Marie-Galante, où l'abattoir cause un certain nombre de difficultés, il y a une réaction et les éleveurs du moule se sont barricadés. Olivier Félix était sur place. Structurer la filière et je leur ai dit qu'aujourd'hui il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Demain il y a une réunion avec l'ensemble de la filière au niveau d'Iguaville. Il faut que les agriculteurs puissent s'y rendre et faire preuve de sagesse. Je leur ai dit aussi qu'on ne peut pas laisser la Guadeloupe se gangréner avec des petits conflits. Il faut privilégier le dialogue, le consensus pour arriver à l'objectif final, qu'il soit entendu pour le problème qu'il nous souligne, qui est le problème du traitement, un traitement sanitaire du fait de la maladie de la peau que connaissent leur élevage. Et aujourd'hui, oui, j'ai déjà appelé les présidents des collectivités majeures, aussi bien Harry Chalus que Josette Borel-Lincertin. Il est prévu une réunion, on ne connaît pas encore le lieu, lundi à 16h, avec les collectivités majeures, l'ADAF et la Chambre d'agriculture. Donc je leur ai demandé aujourd'hui de faire preuve de sagesse parce qu'aujourd'hui, il faut régler les conflits. La Guadeloupe, la population guadeloupéenne n'a pas besoin de conflits. Nous avons besoin de solutions, surtout que nous connaissons les difficultés. Nous avons le panorama des constats, bien des difficultés que connaît, la Guadeloupe, la population de la Guadeloupe y assujettit tous les jours. Et je peux vous dire, je leur ai demandé vraiment de faire preuve de sagesse. Je vois l'arrivée de M. Jean-Marie Hubert et j'en suis fort aise. Et je sais que les collectivités majeures vont entendre les cris de l'ensemble de la filière des éleveurs que préside M. Saint-Garin. Nous avons manifesté parce que nous avons un problème sanitaire. Ça fait assez longtemps que ça a duré. Depuis 2 ans, nous avons fait toutes les démarches. Nous avons un ancien préfet là, il dit qu'il y a une urgence. Il y a un meeting, il n'a pas fait. Nous voyons la région, nous parlons de Chalet. Chalet dit nous faisons couiller, nous déposer depuis en janvier. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Moi, nous faisons réunion depuis en janvier, nous n'avons pas de réponse en février. Égal la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Alors, il y a tout cas, il n'y a pas de problème sanitaire. Mais il y a bien ça, je dis, à qui problème sanitaire. Parce que Gal, nous avons 100 000 bêtes. Nous avons descendu à moins de 35 000 à cause de Gal. Gal, il a disséminé, il a tué bêtes et nous ne pouvons pas encore. Parce que si j'ai ça battu là 2 ans, il n'y a pas d'élevage encore. Tout est élevage fini. Alors, si pas d'élevage à bœuf, il peut ni l'abattoir, il peut ni boucher. Alors, c'est pour ça que nous décidons de débloquer. Voilà, il est 13h50 et je vous l'ai dit, on va parler juridique, non pas de la légitime défense, mais de la garde à vue. Ça arrive de plus en plus souvent et pour cela, on va se rendre compte, on va rencontrer Nathalie. Bonjour. Bonjour Danick. Et tout de suite, le générique de sa chronique et on va passer tout de suite à la garde à vue. Bonjour tout le monde, à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors, dans quel cas, Nathalie, on peut placer quelqu'un en garde à vue? À quel moment ça arrive? Alors, on peut placer une personne en garde à vue lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Et pour qu'elle puisse être placée en garde à vue, il faut que l'infraction soit sanctionnée par une peine d'emprisonnement. Carrément. Alors, quelle est la durée en général d'une garde à vue? Alors, généralement, la durée d'une garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée à 48 heures si l'infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an. Ah, d'accord. Et pour qu'il y ait justement cette prolongation, il faudra au préalable qu'il y ait l'autorisation du procureur ou d'un juge d'instruction. De plus, en fonction
de cas particuliers, par exemple cas de grande criminalité, terrorisme, trafic de stupéfiants, la garde à vue. Non, la garde à vue pourra, parce que normalement, elle peut être prolongée. Elle peut durer plus longtemps. Oui. Elle pourra durer entre 72 heures et 144 heures. Ah, carrément. Hein. Oui. 144 heures. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment pour des cas spécifiques. Alors, quels sont les droits de la personne qui est en garde à vue? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avocat, de se taire? Comment ça se passe? Oui, alors, la personne placée en garde à vue a plusieurs droits. Donc, déjà, lorsqu'elle est placée en garde à vue, on devra lui indiquer la durée maximum de la garde à vue. Ensuite, on devra également l'informer de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumé, du droit d'être examiné par un médecin, le droit à faire prévenir par la police et la gendarmerie toute personne avec laquelle elle vit habituellement. Si elle est de nationalité étrangère, elle pourra également faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue pourra également faire prévenir son employeur. De plus, elle a le droit d'être assistée par un avocat, donc ça, on devra lui indiquer. Oui. Un avocat qu'elle pourra choisir, mais si elle n'en connaît pas, elle pourra avoir un avocat commis d'office. Oui. De plus, dès le début de la garde à vue, elle pourra également être assistée d'un interprète. Donc, par exemple, si les personnes parlent que créole, ils pourront demander d'avoir un interprète en créole. Elle pourra également, on devra également l'informer qu'elle a le droit de se taire, de présenter des observations. Et également, elle aura la possibilité de consulter le procès-verbal constatant son placement en garde à vue si elle a demandé à être vue par un médecin, le certificat médical établi par ce médecin et les procès-verbaux de son audition. Voilà les droits, ok. Est-ce qu'il a le droit de ne pas signer le PV? Alors, oui, il a le droit, la personne gardée à vue a le droit de ne pas signer le PV, c'est pas elle n'est pas d'accord. Oui. Parce qu'il y a une chose qui est très importante lorsque une personne est placée en garde à vue, c'est qu'il faut relire ses PV d'audition. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la personne, si en relisant son PV d'audition, elle se rend compte qu'il y a des éléments qu'elle n'a pas dit, elle devra l'indiquer à l'officier de police judiciaire si elle n'est pas assistée d'un avocat. Parce que si elle est assistée d'un avocat, c'est l'avocat qui pourra faire des observations. Et si l'officier de police judiciaire refuse justement de faire ces modifications, il pourra ne pas signer son PV, ce qui va matérialiser en fait son opposition, son désaccord à ce qui sera indiqué sur le PV d'audition. Est-ce qu'il doit être assisté d'un avocat obligatoirement ou bien il peut ne pas l'être? Alors, c'est un droit d'être assisté par un avocat. Donc, il peut être assisté par un avocat que si il en fait la demande. Oui. S'il n'en fait pas la demande, il ne sera pas assisté par un avocat. Mais moi, je conseillerais toujours à une personne d'être assistée par un avocat parce que souvent, lors de garde à vue, on va dire à la personne que c'est pas forcément utile, qu'elle n'est pas obligée d'être assistée par un avocat. Mais c'est très important. Donc, c'est toujours mieux. Et alors, quel est le rôle de l'avocat à ce moment-là? Alors, le rôle de l'avocat, déjà, c'est de veiller au bon déroulement de la garde à vue. Lorsque l'avocat est appelé par l'officier de police judiciaire, il a un délai pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il a un délai de 2 heures pour venir. Donc, si il n'est pas là, avant ce délai de 2 heures, la personne ne pourra pas être auditionnée, sauf sur des éléments de la personnalité. Ensuite, lorsque l'avocat se présente, il pourra s'entretenir avec la personne gardée à vue pendant un délai de 30 minutes. Donc pendant ce délai de 30 minutes, il va l'interroger sur les faits, il va également lui demander si la garde à vue se déroule bien. Ensuite, l'avocat pourra également consulter les procès-verbaux d'audition, le procès-verbal constatant le placement en garde à vue, et si le gardé à vue a vu un médecin, le certificat médical dressé par le médecin. Alors, est-ce que, alors tout ça, ça se passe normalement. À la fin de la garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Alors, au terme de la garde à vue, il y a 2 cas.
soit la personne, elle est remise en liberté. Deuxième cas, soit elle est déférée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soit elle est présentée devant le procureur de la République qui va décider des suites données à l'affaire, soit elle pourrait être présentée devant le juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte. Alors, en conclusion, il faut retenir, Nathalie, que dans tous les cas, quand on est gardé à vue, il est préférable d'avoir l'assistance d'un avocat. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, effectivement, lorsqu'on est placé en garde à vue, le premier réflexe, c'est si on ne connaît pas un avocat, c'est de demander un avocat commis d'office. C'est le mieux. L'avocat commis d'office, c'est le client, enfin le gardé à vue qui le paie, ou comment ça se passe? Tout dépend. Donc, en fait, lorsqu'il demande un avocat commis d'office, donc ça sera un avocat de permanence qu'il sera appelé. Donc après, ça sera en fonction de ses revenus. Donc s'il n'a pas les revenus suffisants pour pouvoir payer un avocat, ça sera au titre de l'aide juridictionnelle. Et si effectivement, il n'est pas accessible à l'aide juridictionnelle, ça sera lui qui devra payer l'avocat. On aura bien retenu tout ça. Voilà, il est pratiquement 13h57. Donc dans 3 minutes, on aura terminé. Je vous rappelle simplement qu'il y avait une séance plénière du comité de suivi des fonds européens. L'ordre du jour de cette séance plénière, sous la présidence, bien sûr, de Richard Luce, accueil des participants, discours d'ouverture. C'était ce matin. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Encore 2 petits mots à propos d'une réunion de l'Iguavi qui s'est tenue ce matin à 10h au rond-point de Destrilan. Il s'agissait bien sûr de parler de l'après-ouragan et des filières animales de la Guadeloupe. Et enfin, la 9e journée, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'était aujourd'hui la Saint-Théodore. Il y avait donc une réunion. Voilà, on aura pratiquement tout dit. On vous remercie en tout cas d'être avec nous depuis 12h30. Il est pratiquement 14h avec la petite équipe qui réalise Axel et Nathan. On vous retrouve demain. Demain, je vous rappelle que nous recevons M. Jean-Marie Hubert, qui est vice-président du conseil régional qui est chargé de la pêche. Les problèmes de la pêche, vous savez, ils sont très récurrents en ce moment, et de l'agriculture. On aura l'occasion de parler avec lui. On va recevoir aussi le porte-parole de l'UJMG, l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens. Je vais parler de Jean-Claude Roth, qui sera notre invité, avec qui nous allons faire un petit peu le point sur ce voyage qui devrait se dérouler dans les jours qui viennent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Si vous avez tout raté, ça peut arriver. On a le www.zcl.tv. Nathalie, on vous salue et on vous retrouve la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pardon. Merci. Salut, à demain. Au revoir.